Merci, Monsieur Hirsch. Donc, il m'incombe ce soir, je m'appelle Hubert Crépin, je suis responsable du pôle santé en Occitanie, au CNAM, et il m'incombe ce soir donc un rôle un peu complexe, c'est de ne pas prendre la parole, mais de la distribuer. Donc, je serai le modérateur au moins de la soirée. Donc, ce que je propose, c'est que nos deux conférenciers du soir puissent se présenter, réfléchir autour du concept extrêmement dense de l'empowerment, et puis après qu'il y ait un jeu de questions que nous avons élaboré avec Espace Éthique, et après des interactions avec la salle. Qui veut... Bon, bonsoir. Merci de votre invitation. Je trouve très très intéressant le programme qui commence ce soir. Et je vais essayer de dire un tout petit peu, plutôt que me présenter personnellement, présenter moi en tant que chercheur, en quoi ma recherche, j'espère, rejoigne vos préoccupations, n'est-ce pas? Alors, pour dire comme ça, cette année, mon axe de recherche, bon, disons, ma recherche en général se situe dans une interface entre l'épistémologie et la biologie. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je continue à travailler en tant que clinicien, hein, c'est-à-dire, voilà, vous savez bien que la recherche ne nourrit pas son homme et sa famille, mais bon, quand même la clinique aussi est une pratique très très intéressante, non? Mais bon, en tant que chercheur, je travaille dans une interface entre l'épistémologie et la biologie, et très concrètement, depuis très très longtemps, puisque j'ai commencé à travailler en biologie presque aussitôt quand je suis arrivé en France, je faisais deux carrières parallèles, n'est-ce pas? J'ai commencé à travailler avec mon presque compatriote Francisco Varela. Je dis presque compatriote parce que bon, il est chilien, je suis argentin, mais bon, c'est pas sa faute. Il aurait voulu être argentin, mais bon. Et j'ai commencé à travailler avec Francisco Varela et disons que ma recherche petit à petit s'est orientée vers ce que depuis une vingtaine d'années est l'axe central, qui porte le titre de mon prochain bouquin, comme ça je passe l'annonce, qui est La singularité du vivant. C'est-à-dire sur quoi je travaille, sur quoi je recherche, sur quoi je travaille avec des épistémologues comme Giuseppe Longo, avec des philosophes comme Jean-Michel Besnier, n'est-ce pas, c'est-à-dire bon, d'autres gens, ou en dialogue avec Pierre-Henri Gouillon, on écrit ensemble, bon, pour nommer un peu des gens avec lesquels je travaille. L'axe de la recherche est cette hybridation qui caractérise, je pense, le socle problématique de notre époque, cette hybridation entre les machines digitales, pour dire comme ça un peu de façon grossière, et le vivant. Et pourquoi on travaille là-dessus, et c'est là l'axe que je pense que va converger avec vos préoccupations, c'est parce que on peut dire, en allant un peu vite, comme ça, des gros traits, un peu on peut revenir, que depuis le livre manifeste de votre compatriote Jean-Pierre Changeux, il y a eu quand même un dogme comme ça dans la recherche scientifique et avec des applications pratiques, qui était celui qu'on aurait aboli la barrière, vous vous rappelez, c'est quand même la phrase centrale de l'homme neuronal, on a aboli la barrière qui séparait jusqu'ici le mental du neural. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les dimensions, toutes les dimensions qu'on peut appeler mentales, les dimensions du sens, les dimensions subjectives, etc., pouvaient dorénavant être réduites, je dirais lui pas, réduites au circuit neuronal, n'est-ce pas? À partir de là, on peut dire que nous sommes dans un monde dans lequel de plus en plus, il y a une hybridation entre le monde digital et le vivant. Mais cette hybridation pose un problème. Le problème étant que ce dogme-là qui dit que le monde est algorithmique, pour dire comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut tout comprendre par l'algorithme, n'est-ce pas? Ou que tout de l'existant peut être interprété ou modélisé par des algorithmes, n'est-ce pas? Ce monde-là, cette hypothèse-là, aujourd'hui dominante, dès que l'ensemble du monde et les vivants là-dedans peut être modélisé dans des algorithmes, oui, produit un phénomène d'hybridation entre le monde digital et le monde vivant
un peu aberrant. Pourquoi aberrant? Parce que quand on dit hybridation, on prétend qu'il y ait deux entités différentes avec des singularités propres qui vont interagir pour s'hybrider. Or, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. On considère qu'entre les mondes digital, comme ça, de façon grossière, et le vivant, il y a une différence quantitative simplement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est dans les dogmes, issus de la théorie de l'information, en bonne partie, dès que finalement, tout peut être algorithmisé. Je vous rappelle, par exemple, il y a déjà un bon bout de temps, quand Wiener écrit que bientôt on pourra télégraphier un homme. Ça veut dire quoi, télégraphier un homme? Télégraphier un homme, ça veut dire que je peux recueillir l'ensemble de l'information qui constitue un homme, donc là, l'hypothèse sous-jacente, non? Un homme est constitué par des unités d'information quantitatives, non? Je peux recueillir l'ensemble d'informations qui constituent un bonhomme, les transporter sur un support neutre, Shannon, non? Et les reconstruire ailleurs en les modifiant, en l'augmentant, etc., etc. Ou comme la biologie des synthèses prétend, en changeant même les fameuses 4 bases qui est de l'ADN, qui sont les socles communs de tous les vivants, de l'amibe jusqu'à une plante, les bonhommes, les cerveaux. Bon. Alors donc, notre époque nous pose ce défi-là. Notre époque nous pose le défi de qu'on aurait trouvé le point final, n'est-ce pas, de la connaissance. Le monde, les vivants, tout est algorithmique. Alors, juste pour faire... je pose quelques jalons, après je vais dire en quoi je trouve que ça touche l'éthique dans le sens de l'éthique, dans le sens de le pouvoir d'agir, n'est-ce pas? Bon. Alors, quand on dit information, il faut bien savoir qu'information, ce n'est pas utilisé dans le monde de la recherche scientifique dans le sens d'une information comme j'écoute France Info et j'ai une information sur, je ne sais pas, Barcelone en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Et non, information, depuis Shannon, et après de plus en plus, est assimilée, l'information est assimilée à une mesure qui ne dépend pas de sa référence, n'est-ce pas? Qui est autoréférentielle. Ça veut dire quoi une mesure qui ne dépend pas d'une référence? Si je dis 1 mètre, vous voyez, 1 mètre est une mesure qui ne dépend pas de sa référence. C'est-à-dire 1 mètre, ça peut être 1 mètre de saucisses, 1 mètre de tissu, peu importe, vous voyez, n'est-ce pas? Ou si je dis 1 kilo, ça peut être 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plumes. Bien. Les unités d'information modélisées par discrétisation, les unités d'information, sont des unités, des mesures qui n'ont absolument pas la prétention d'être une information en référence au contenu du message. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'on est dans un monde dans lequel on dit tout est information. Je peux recueillir l'information du cerveau de Robert et les passer sur une machine avec des algorithmes capables d'apprendre, etc., etc. Vous savez maintenant avec Cerveau Bleu, là, les projets en Suisse, ce réseau neuronal qui a comme nouveauté que c'est un réseau neuronal artificiel, bien entendu, mais qui a des capacités de plasticité cérébrale. Bon. Donc, l'idée, c'est que je peux passer toute l'information qui constitue Robert dans la machine et, contrairement à Robert qui est soumis à la dégénérescence, à des maladies, à, je sais pas, à la corruption, comme dirait Platon, n'est-ce pas, à la corruption de la chair. Robert, là, il est augmenté. Lui, il n'est pas corruptible, non, pas dans le sens moral, non, et il n'est pas soumis à la corruption. Alors, ce qu'il faut savoir, peut-être vous le savez, je parle pour rien, mais juste pour fixer quelques jalons, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la recherche technoscientifique, rien ne permet de dire qu'il y a une barrière
infranchissable entre Robert et le Robert digitalisé. N'est-ce pas? Tous les problèmes sont des problèmes techniques. Les problèmes que j'ai pour finir de digitaliser Robert, de modéliser Robert, etc. etc. N'est-ce pas? Bon. Alors, tout mon boulot, c'est un boulot pour essayer de comprendre si oui ou non, je pars de l'hypothèse que oui, mais bon, c'est une hypothèse, hein, il y a quand même une singularité propre au vivant qui ne peut pas se virtualiser ou se transposer vers la machine. Alors, pour l'homme et la femme de la rue, on dit, mais ces mecs, ils travaillent pour rien, parce que ça semble évident. Or, ce n'est pas évident du tout, parce que l'hybridation domination, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est une hybridation un peu particulière, puisqu'on méconnaît la singularité du pôle vivant, n'est-ce pas? L'hybridation est déjà en route. J'ai fait un travail, c'est un travail hyper intéressant, enthousiasmant, qui a abouti entre autres à un bouquin qui s'appelle « Cerveau augmenté, homme diminué ». Et c'est un boulot dans lequel ce que j'essayais de comprendre, c'était les modifications physiologiques et anatomiques du cerveau, simplement par la promiscuité avec des machines digitales. Vous comprenez pourquoi la promiscuité? Parce que j'avais travaillé sur l'implant cochléaire, mais l'implant cochléaire, il est intrusif, etc., etc. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec le cerveau juste par la promiscuité? Vous voyez? C'est-à-dire que... Et alors donc, j'ai travaillé sur des trucs, pour dire rapidement, n'est-ce pas, les types d'hybridation, non? J'ai travaillé avec il y avait deux équipes, des chauffeurs de taxi qui commençaient à travailler, un à Londres et l'autre à Paris. Celui de Londres commençait à travailler sans GPS, celui de Paris avec GPS. Au bout de 3 ans, l'équipe de Paris, tous les groupes à des niveaux différents, connaissaient des problèmes d'atrophie des noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace. Pour un système tout à fait connu depuis très longtemps dans la neurophysiologie, qui est la délégation des fonctions. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce que le cerveau, aucun organisme, ne doit plus faire, les délègue. Bon. J'ai travaillé aussi sur qu'est-ce qui se passe avec le cerveau des jeunes qui, plutôt qu'apprendre à faire une racine carrée en logarithme, appuient des boutons, n'est-ce pas, sur l'écriture, et sur la mémoire, parce que vous savez qu'il y a des projets très avancés, dont un dans un laboratoire en Argentine, pour modifier la mémoire. Vous voyez? Alors, un laboratoire en Californie travaille sur les modèles électriques, synapses électriques, et celui de Buenos Aires travaille sur la chimie de la synapse. Bon. Alors, donc, le mec qui fait ça, le professeur Izquierdo s'appelle, il me dit, mais tu vois, Miguel, à Buenos Aires, il y a des millions de psychanalystes qui essayent d'aider les gens à dépasser les traumas, n'est-ce pas? Parce que les traumas, c'est comme une sorte de casserole qu'on traîne, n'est-ce pas? Parce que nous ancre dans le passé. Alors, il dit, moi, je peux les faire oublier. Bon. Alors, voilà, moi, j'ai travaillé là-dessus parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, en neurologie, un cerveau sain est un cerveau qui, par rapport à sa mémoire, choisit, non, ce qui va, sélectionne les informations, modifie les souvenirs et oublie. Alors donc, on est dans un monde dans lequel, vous imaginez, qu'est-ce que c'est un cerveau? Il faut que je me taise. Encore, je m'en charge. Et on est dans un monde dans lequel, tout à coup, on est fasciné par cet dépassement, vous voyez, du biologique, ce dépassement de l'organique, un monde qui, sous des formes très techniques et très scientifiques, est un retour du religieux très fort, parce que le projet est un projet, pour le dire comme ça, post-organique. Vous voyez? Quand vous regardez tous les laboratoires qui ont des subventions aujourd'hui, mais vraiment tous les laboratoires que je connais quand même pas mal ici, en Italie, en Argentine, tous ceux qui sont vraiment dessous travaillent sur la dérégulation des rythmes, les dépassements, l'augmentation, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel il y a une sorte de force, de croyance, de que cette fois-ci, oui,
on va dépasser les corps. Bon. Alors, comme je ne sais pas quand il va falloir que je me teste, je vais dire donc la chute pour après revenir. Et au fait, donc, mon travail consiste à essayer de comprendre dans cette hybridation, qui est plutôt une colonisation, qu'est-ce qui se passe avec la seule instance capable d'agir, qui est le corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parce que dans un monde dans lequel, par exemple, les décisions éthiques ou morales vont être dans un logiciel pour la Google Car, vous avez entendu parler tout de ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la Google Car, on dit il va falloir qu'il y ait un logiciel moral ou éthique, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est une aberration en tous les cas, pour que la Google Car qui se conduit toute seule, tout à coup, dans la situation, elle sache s'il faut écraser les chats ou les gamins, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà, donc vous êtes là et la Google Car a... Bon. Donc, tout va dans ce sens-là, vous comprenez? Tout va dans le sens d'une diminution de la capacité d'agir. Alors, donc, juste, dernier jalon, nous sommes dans un monde dans lequel on est entouré de menaces apocalyptiques. Quand vous visitez les différents laboratoires, c'est quand même un tout petit peu fantastique parce que la différence sur l'apocalypse varie d'une décennie, par exemple. Il y a les météorologues qui disent c'est dans 30 ans, les autres qui disent c'est dans 20 ans, les autres, vous voyez. Mais à moi, ça m'a beaucoup surpris parce que les gens, ils vous disent, vous voyez, l'autre jour, j'étais en train de dîner avec un chercheur, et lui, il disait dans 30 ans, c'est comme un point de non-retour, patatim, patatan. On était en train de dîner, passe-moi le sel. Alors je dis, attends, comment passe-moi le sel? Dans 30 ans, c'est fini, passe-moi le sel. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde dans lequel, face aux informations des menaces, on trouve une impuissance totale à agir. Alors, pour moi, la question c'est, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est fait qu'on a cette information sur les menaces, de plus en plus fines les informations en perspective, n'est-ce pas? Et de plus en plus, on a du mal à agir en conséquence. Alors, vous avez fait référence un tout petit peu à la politique ou les passés d'engagement. C'est vrai, moi j'ai vécu dans un autre monde dans lequel, par exemple, quand des gens se réunissaient à parler de la dictature, le seul fait de se réunir à parler de la dictature ou s'informer de la dictature était un engagement. Et c'était à peu près sûr que s'ils parlaient et s'ils étaient informés, l'information provoquait un agir. Pourquoi? Parce que cette information, et voilà la chute, cette information n'était pas une information. Cette information était une connaissance. Et la différence entre information et connaissance, c'est celle que Leibniz explique en critiquant Descartes, n'est-ce pas? Quand il dit, c'est à travers la perception corporelle, vous savez, les trois niveaux que va expliquer Leibniz, et que dans la biologie, on n'a jamais dépassé ça, n'est-ce pas? Au contraire, on creuse là-dessus. La perception sont nos corps physico-chimiques en interaction permanente avec l'environnement. Par rapport à cette perception permanente, il y a un deuxième sous-ensemble qui est la aperception, c'est dont je peux m'apercevoir. Et après, il y a la conscience, et après la conscience réflexive. Alors, deux choses. Je suis comme un politicien, je vais promesses, après je ne m'arrête pas. Et l'information, c'est ce qui arrive à la conscience réflexive, n'est-ce pas? L'information. La connaissance, c'est ce qui, en engageant, en capturant les corps, n'est-ce pas, font sens pour moi parce que c'est une production de mon corps, voyez? Alors, effectivement, vous savez, la différence, c'est, par exemple, on perçoit tous les ultrasons, par exemple, mais les chiens les aperçoivent, vous comprenez? Les aperçoivent. Et ils peuvent avoir conscience. OK. Alors, notre problème, c'est que nous percevons tous les désastres écologiques, nous percevons tous ce qui se passe. Nos corps les perçoivent, sont modifiés. Mais il nous manque les moyens de la
production d'une aperception et une conscience de ça qui fait cette ligne de la connaissance, vous comprenez? Ce qui nous manque, c'est ça. Il nous manque cette corporéité qui est la seule condition à travers laquelle un agir est possible. Or, pour la construction de cette aperception, l'information qui arrive par la terrasse, pas seulement n'est pas suffisante, mais au contraire a des effets inhibiteurs. Et la perception, c'est apercevoir de quelque chose. Pour pouvoir s'apercevoir, pour n'importe quel animal, non? Une condition de pouvoir construire cette aperception est aussi avoir quelques pistes de dépassement. Et alors je dépasse la parole. Merci, M. Benassayac. Vous m'évitez de vous couper le micro. Je m'excuse de raccourcir, mais parce que bien sûr, il va y avoir un débat. Voilà. Merci pour ce florilège de concepts et de présentation d'une thématique comme celle de ce soir. J'ai noté, sans être du tout exhaustif, des phrases clés: sermo augmenté, homme diminué, l'hybridation entre la machine et le vivant, et vous cultivez l'oxymore, puisque vous dites le risque de la diminution de la capacité d'agir, alors que notre thématique, c'est le pouvoir d'agir. Donc vous avez bien lancé le débat, je vous en remercie infiniment, et je vais passer la parole maintenant à monsieur Pascal Aubert. Oui, bonjour. Alors, en fait, j'avais prévu, pour me présenter, de dire comment je m'appelais et où je travaillais. Donc, Miguel vient de m'ouvrir quand même une possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la présentation, même si je vais peut-être, j'aurai de toute manière moins de choses à dire. Je me sens, en fait, après t'avoir écouté, je me sens très homme de la rue et je me sens très de l'ancien monde, pour le coup. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc j'ai moi plutôt une approche de ces questions d'empowerment. Je suis plutôt un praticien qui a essayé de réfléchir à ce qu'il faisait. Et donc peut-être par rapport à toi, j'arrive sur cette question-là plutôt par le bas, je dirais. Mon parcours, c'est un parcours de militant politique dans les années 80, plutôt... C'est peut-être bien quand on est jeune d'être très énervé. Voilà, donc ça a été les années 80. Ensuite, j'ai été pendant 20 ans fonctionnaire territorial. Donc j'ai travaillé principalement pour les villes d'Épinay-sur-Seine et de Saint-Denis, où j'étais chargé d'animer des démarches de participation des habitants, démocratie participative, montage de projets collectifs dans les quartiers, etc. Donc j'ai passé... Oui, quasiment une vingtaine d'années à faire ça, et en ayant basculé plutôt sur un militantisme de quartier, un militantisme associatif, et beaucoup dans le cadre des centres sociaux, de la Fédération des centres sociaux. J'ai été pendant 15 ans très investi et très engagé dans ce réseau-là. Il y a quelques années, avec quelques copains qu'on a retrouvés plutôt dans les quartiers de la politique de la ville, on avait monté ce qu'on a appelé le collectif Pouvoir d'agir, avec justement l'idée de faire la promotion, de développer les démarches, alors qu'on appelle empowerment, je vais y revenir, et nous qu'on avait essayé de traduire en disant l'empowerment, si on le dit en français, c'est un processus de développement du pouvoir d'agir, puis nous on ajoutait de ceux qui ne l'ont pas. En se disant qu'il y a plein de gens en fait dans la société qui ont un pouvoir, qui l'exercent, et qu'en gros ils n'avaient pas trop besoin de nous pour le développer plus et pour s'en servir. Donc plutôt tourné sur les questions du développement du pouvoir d'agir, des milieux populaires, des groupes qui subissent, des groupes qui sont du mauvais côté du manche, comme on disait. Je sais pas, c'est peut-être... j'ai de temps en temps des réminiscences de ma jeunesse énervée. Donc moi je suis plutôt parti de ce que je vais essayer de... Alors après on verra comment on fait, vous me direz, parce que je m'adapte, mais les éléments de mise en place, c'est plutôt tiré d'une analyse des démarches de participation des habitants que j'ai essayé de mettre en place
à ma petite échelle, là où j'étais soit fonctionnaire, donc je travaillais pour le compte d'une ville qui voulait développer le budget participatif comme à Porto Alegre, etc., ou comme militant associatif dans les quartiers. Et en fait, ce qui m'a plutôt frappé, enfin mon point de départ, ça a été à quel point j'y arrivais pas. Donc ça a plutôt été l'analyse de mes échecs en tant qu'animateur, initiateur de ces démarches de participation en direction de ceux qui ne participent pas. Donc, on pourrait le dire, de développement du pouvoir d'agir, donc d'empowerment de ces groupes-là, dans les quartiers à Saint-Denis, etc. Et ce qui me frappait, c'était l'écart énorme qu'il y avait entre le temps, l'énergie, je pensais l'intelligence que j'essayais d'y mettre, et puis la maigreur des résultats. Je sais pas, là j'enfonce sûrement une porte ouverte. Depuis 25 ans, on parle de plus en plus de participation, de démarche participative, de démocratie participative, etc. Et maintenant donc d'empowerment et de développement du pouvoir d'agir. Et puis en gros, quand on regarde un peu, ça marche quasiment pas, quoi. Voilà, quand c'est initié par les institutions, et en France, c'est sûrement ça une des clés du problème, c'est que ça a été initié par les collectivités locales, par les bailleurs sociaux, par des institutions, donc, qui demandent aux gens de venir participer. Et, grosso modo, à part les 2-3 exemples exceptionnels qu'on met toujours en avant, qui sont le gros arbre qui cache le désert, en fait, il n'y a même pas d'arbustes derrière, c'est globalement un échec massif, pour le coup, et qui vient se plaquer sur une montée inéluctable de l'abstention et du retrait, singulièrement de ces milieux populaires, de ceux qui sont pas du bon côté de la... Non, j'allais être polémique, c'est pas le lieu. Donc, qui sont pas du bon côté du manche, pour reprendre mon expression, on a plutôt, depuis 25-30 ans, un reflux massif de la participation. Il n'y a qu'à regarder les effectifs des partis politiques, les effectifs des syndicats, les effectifs des gros réseaux associatifs de l'éducation populaire dans lequel j'ai pu être. Partout, c'est la crise des adhérences, et il y a de moins en moins de monde, etc. Et donc mon point de départ, moi, ça a été de dire, soit il y a effectivement une mutation, moi, ça me colle la pression d'avoir Miguel Benassayag à côté de moi. Je sens que dès que je vais dire un mot un peu compliqué, on va tout de suite se rendre compte que je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Donc je vais faire signe. Voilà, c'est ça. Je compte sur ta vigilance. Mais en gros, soit on se dit, et on a beaucoup entendu ça sur la participation des habitants, sur la citoyenneté active, etc., de dire, mais en gros, les gens, ils sont plus citoyens comme avant, quoi. Et c'est très porté par les militants de ma génération. Donc moi, j'ai 56 ans, donc je ne suis plus un perdreau de l'année. Et plus on est vieux militant, plus on dit « Ah ouais, les gens maintenant, ils ne sont plus comme nous, on était ». C'est-à-dire, en gros, nous, on était des bons citoyens, on était engagés, actifs, on utilisait notre pouvoir d'agir pour essayer de peser sur nos vies. Et puis maintenant, les gens ils ne le font plus. Et là, moi, j'ai clairement, il y a une quinzaine d'années, face à ce truc-là, je me suis dit, bon, il y a deux solutions. Soit effectivement, ils ont raison, on est dans une société qui a muté déjà, et je suis en fait, alors ce que je disais, je suis un dinosaure en fait, je suis l'héritier d'un monde qui a disparu, et j'en suis un des derniers représentants, militants à l'ancienne dans mon quartier, je monte une amicale de locataires, tout ça, vraiment, et ça me renvoie un miroir quand même de, je suis du XXe siècle, et puis je suis plus du tout dans le coup. Et donc il y a eu une mutation, et ça marchera plus jamais, parce que les gens ont changé. Parce que c'est du côté... Et toutes les explications, souvent, c'est de dire, mais en fait, ça ne marche pas parce que avant les gens étaient bien et maintenant, ils sont plus bien. Voilà. Bon. Et massivement, quand même, c'est ça l'explication. Et surtout des gens qui initient des démarches de participation et qui disent, vous voyez, les gens ne viennent pas, etc. Et donc, c'est de la faute des gens. Et je me suis, avec quelques copains, tourné de l'autre côté en disant, mais et si ce n'était pas une crise de la demande, mais une crise de l'offre ? Et si ce qu'on proposait comme cadre d'implication, de participation, etc., si c'est ça qui était décalé par rapport à des évolutions de la société. Et honnêtement, je préfère
Alors peut-être que je crois à ce que j'ai envie de croire, mais la première hypothèse, elle est désespérante d'une certaine manière. Si ça a déjà changé, si les gens ont déjà changé, qu'est-ce qu'on fait? On répare les gens. Ça veut dire qu'on est dans un projet, on va, et il y a eu des projets comme ça dans l'histoire, y compris moi, les groupes dans lesquels j'étais étaient pas loin enfin voilà, moi je suis bien content que mes copains des années 80 aient jamais pris le pouvoir, parce que je pense qu'ils auraient fini par faire des camps où on allait réparer les gens pour être le citoyen idéal, etc. Moi, ce projet-là, il ne m'intéresse pas, je m'en détourne, et donc on s'est beaucoup attaché à se dire, mais voilà, tout le monde déplore le fait que les gens ne s'impliquent plus comme avant dans les organisations collectives, et si c'était ce qu'on leur proposait comme cadre de participation qui était défaillant. Et quand on le regarde comme ça, eh ben, ça devient super intéressant. Parce qu'en gros, alors je ne vais peut-être pas le faire maintenant, parce que sinon j'en ai pour... voilà, on va peut-être rythmer le truc, mais alors je vous mets en haleine et en appétit, enfin j'essaye de faire un buzz pour dans un quart d'heure. Et donc nous, on a repéré au moins 6 ou 7 bonnes raisons, je dis bien bonnes raisons, du point de vue des gens, pour lesquelles l'offre de participation, d'implication, de développement de leur pouvoir d'agir qu'on fait habituellement n'a aucune chance de marcher. Je m'arrête. Merci, Monsieur Aubert, pour cette approche extrêmement musclée. Et je trouve très intéressant que nos deux conférenciers puissent avoir des approches qui sont complémentaires in fine, mais qui sont différentes. On a avec M. Benassayac une approche très biologique, scientifique, de recherche, et avec M. Aubert une approche plus expérientielle, basée sur le vécu, sur le terrain, et bien évidemment, les deux approches sont fondamentales et complémentaires. J'ai noté dans ce que disait M. Aubert quelque chose de fondamental, crise de la demande ou crise de l'offre. Je crois que ça va faire débat entre nous, parce que le vrai problème, il est probablement là. C'est très intéressant que vous disiez également qu'il y a un effort considérable dans l'investissement pour aboutir et que les résultats ne sont pas à la hauteur de cet investissement. Et vous avez également évoqué une crise très sociétale, peut-être française, mais pas que, en tout cas européenne, une crise du militantisme, de l'engagement. Et donc, ceux qui s'engagent, on les repère davantage. Donc voilà, merci à nos deux conférenciers d'avoir bien posé le sujet.